Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Manuel Gautran. Bonjour Manuel. Bonjour Anne-Charlotte. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Merci. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence, Manuel Gautran Architecture. Un article du Monde en 2020 soulignait que vous étiez l'une des femmes architectes les plus reconnues en France, récompensée par plusieurs prix. Vous avez réalisé la rénovation de la Gaîté Lyrique à Paris, la construction de l'espace Citroën sur les Champs-Élysées, la Cité des Affaires de Saint-Étienne ou encore l'extension du musée d'art moderne de Lille Métropole. En 2017, vous avez été la première agence française à recevoir le prix européen d'architecture. Vous avez livré dans le cadre de Réinventer Paris le fameux projet Edison. Actuellement, vous travaillez sur le siège social de RTE, réseau de transport d'électricité à Lille, le Crédit Mutuel Sud-Ouest à Lyon, la restructuration et la surélévation d'un bâtiment à Stockholm et un projet en Australie, en cours, une exposition à Firminy. Vous lancez aussi véritablement votre marque Gautran Interiors par la livraison en architecture d'intérieur d'un projet d'appartement à Paris, et cela en dépit du fait que vous avez déjà modelé en quelque sorte un certain nombre d'espaces intérieurs. Alors malgré cet article du Monde qui dévoile un petit peu ce dont on va parler maintenant, on va commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Alors je vais aller jusqu'à mon lieu de naissance qui est Marseille et dont je me rends compte qu'il a eu une influence sur mon parcours. Donc je suis née à Marseille, une ville que j'aime énormément par sa diversité, son côté extrêmement multiculturel. La force de son climat aussi, le soleil très cru, le vent très fort, donc un climat assez rude finalement, et cette proximité avec la Méditerranée qui lui confère une lumière absolument exceptionnelle. Plus tard, j'ai grandi à Montpellier, donc toujours près de la Méditerranée, donc on peut vraiment dire que mon enfance a été baignée par ce climat, cette histoire et cette lumière. J'ai beaucoup voyagé, j'avais des parents qui étaient amoureux d'Italie, entre autres, et donc on a beaucoup sillonné ensemble l'Europe. Ils étaient amoureux des villes italiennes, donc je dois avouer que j'ai eu un parcours dans mon enfance baigné par la découverte de nombreuses villes. Très nourricier. Voilà, c'est nourricier et disons que je me sentais moins proche de la nature. En tout cas, j'avais vraiment une passion toute jeune pour les villes. Alors, je crois que vos parents étaient très artistes. Oui. Ouais. Oui, je reconnais que l'architecture m'est venue très naturellement. En fait, de toute façon, il y a une part en soi de raison et aussi une part d'intuition, donc laquelle est chez moi assez importante. Et voilà, je me suis pas vraiment posé la question de mes études. J'ai démarré des études d'architecture. En même temps, des études d'histoire de l'art. J'avais une forte boulimie de découverte. Et très vite, au bout de la première année, j'ai effectué un grand voyage jusqu'à l'autre bout, puisque j'ai été en Australie, entre autres. Et j'avais besoin de sortir de l'Europe et j'ai vraiment eu un choc en découvrant l'Australie, et en particulier Sydney et sa monumentale baie.
parce que je me suis rendu compte que l'Europe avait une échelle de paysages, de villes et de territoires qui était finalement minuscule à l'aune de ce qu'on peut découvrir ailleurs dans le monde. Et donc en Australie, j'ai découvert le gigantisme de paysages qui sont véritablement monumentaux, qui dépassent l'échelle humaine. J'ai aussi découvert la beauté de l'opéra de Sydney. Ça a été vraiment un choc pour moi, voilà, peut-être ma première très très grande émotion architecturale. D'une part parce que j'avais en pleine figure cette échelle monumentale de paysages que je n'avais jamais vue avant, qui n'avait rien à voir avec cette fameuse petite échelle européenne. Et puis aussi cet opéra, j'y ai découvert sa justesse par rapport à ce paysage grandiose, le fait que c'est à la fois une architecture qui travaille l'icône, enfin qui dépasse finalement, qui est dans toute notre mémoire collective, habitants du monde, et en même temps qui a une énorme justesse contextuelle par rapport à cette baie. Elle est à l'échelle de la baie, et donc elle chatouille le grandiose, mais aussi le détail. C'est un opéra qui est magnifique aussi dans le moindre de ses recoins. On dirait une coque inversée de tous les grands bateaux qui viennent s'amarrer à peine à 50 mètres. Voilà, donc ça a été une très grande leçon d'architecture que j'ai mûrie finalement tout au long de mon parcours. C'est-à-dire que quand on prend une telle émotion de plein fouet, on n'en mesure pas la portée sur le long terme, et j'en ai progressivement mesuré la portée. En tout cas, c'est ça qui m'a fait arrêter en particulier les études d'histoire de l'art que j'avais menées en parallèle. J'avais envie de me projeter dans l'architecture. Oui, de construire. De construire, oui, j'avais envie de construire. Et vous êtes dans quelle école durant vos Alors, études? j'ai fait mes études à Montpellier, toujours Montpellier-Rennes. Et ensuite, à la sortie de mes études, j'ai travaillé 3 années chez Architecture Studio, qui ont été formatrices, mais là encore, l'intuition fait qu'on ne se pose pas trop de questions. J'avais envie de lancer ma pratique, j'avais envie de me confronter seule à des projets. J'avais envie de créer moi-même, donc j'ai décidé de créer mon agence au bout de 3 ans. Quel projet était en cours chez Architecture Studio, vous vous rappelez? Non, je me souviens pas très bien. Je me souviens que je faisais beaucoup de concours, mais je me souviens... Ça a été une expérience extrêmement formatrice. J'y ai appris la rigueur, j'y ai appris comment on développe un projet. Ça a été un socle pour moi qui m'a permis d'être encore plus inventive, parce que j'ai appris chez Architecture Studio à structurer mes projets, à avoir un socle extrêmement rigoureux, scientifique, qui vous donne beaucoup plus confiance dans ce désir que j'avais d'innovation et de création vraiment inattendue. Donc vous étiez avec Martin Robin, Rodolphe Tisnado. Exactement, Jean-François Bonne. Jean-François Bonne. Principalement les 3 là. Ouais, les plus anciens. Oui, enfin, les plus fondateurs. anciens et ceux qui ont vraiment contribué à me structurer et à faire ce que je suis aujourd'hui aussi. Oui, et c'était une agence très avant-gardiste à l'époque. Oui, et en fait, dont tout le monde ne connaît pas cette rigueur et cette matrice qui fait que tous les projets vraiment sont extrêmement structurés. Et je pense que c'est une base importante si on veut devenir vraiment un bon architecte. Il y a cette création qui est évidemment fondamentale, mais on ne peut pas créer si on n'a pas un socle de rigueur et de grande discipline. Oui, à l'époque, je ne sais pas si les couleurs des feutres étaient déjà instaurées, le code couleur des feutres était déjà instauré par Rodot. Bien sûr. Bon. Bien sûr, c'était le cas. Oui, oui, tout fait partie de cet apprentissage, oui. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une agence reconnue et importante, une agence qui compte. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Alors, bien sûr que je n'ai pas encore accompli,
Je pense qu'on n'a jamais fini d'accomplir l'ambition qu'on s'est donnée. D'autant plus si on est architecte, parce qu'un projet terminé en appelle un autre. Et en fait, finalement, cet accomplissement, on ne le termine jamais, fort heureusement. On a toujours quelque chose qu'on n'a pas fini d'explorer. À l'agence, on aime beaucoup réaliser des recherches. Et il y a toujours des bouts de recherche qu'on n'a pas encore illustrés dans un projet. Donc, on est sans arrêt dans un accomplissement qui n'a jamais de fin. Voilà. On peut dire qu'il y a les projets terminés, parce qu'une agence aussi, c'est l'histoire d'une multitude de projets. Donc, il y a des projets qui sont terminés. Après, il y a des projets qui sont en passe de l'être, donc qui vont bientôt, en tant qu'expérience, on va dire ponctuelle, vont bientôt être accomplis. En ce moment, on a une période assez intense de chantier à l'agence. On va bientôt terminer le chantier d'un assez gros bâtiment en Australie, à Parramatta, dans le Grand Sydney, qui est ce qu'on appelle un civic building, c'est-à-dire c'est à la fois l'extension de la mairie de Parramatta et également une grande bibliothèque municipale. Donc on termine le chantier au printemps. On termine également au printemps le chantier des Galeries Lafayette d'Annecy. Donc c'est la restructuration des Galeries Lafayette existants, mais aussi leur extension pour créer un petit centre commercial, pour créer les nouvelles galeries. Donc ça va être une multitude de commerces qui vont venir envelopper le magasin existant. Et ça va vraiment être, en même temps que cette restructuration des Galeries Lafayette, ça va être un point fort du quartier. Donc c'est un peu la régénérescence de ce quartier autour des Galeries Lafayette. Et le troisième chantier, c'est des hôtels à Roissy. Donc bientôt 3 prochains projets accomplis. Mais il y a tous ceux après dans lesquels on se projette qui ne sont pas forcément encore nés. Oui. Donc c'est une histoire sans fin. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'en tant qu'architecte, on se remet sans arrêt en cause, parce qu'on a sans arrêt un nouveau projet qui vous anime, avec des ambitions qui vous permettent de toujours approfondir votre propre vision. Et cette vision, moi en tout cas, je pense de plus en plus que je développe une vision dans le métier que j'ai. C'est une vision qui m'anime, c'est cette vision qui fait que les clients viennent me chercher. Et c'est une vision qu'on approfondit finalement au fur et à mesure, que chaque projet en tout cas vous aide à rendre plus pointu, plus approfondi et plus mûr encore. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire des projets de l'agence ? Vous avez commencé par un projet qui vous a permis de fonder votre agence ? Oui, je pense que très vite, au bout de 2 ou 3 ans, j'ai eu la chance d'avoir les albums de la jeune architecture. Et ça m'a permis d'être un peu plus visible sur la scène française en tout cas. Et j'ai eu la chance également très vite de gagner 1, puis 2, puis 3 projets culturels. Et je pense que ces projets culturels ont façonné justement ma vision et une grande partie de ma démarche, parce que ce sont des projets assez complets. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'on a monté à l'agence, cette fois-ci de manière officielle, un département d'archi intérieur. Finalement, tout le temps, on a été confronté dans un projet culturel à une dimension à la fois de marqueurs urbains. Les projets culturels sont des grands marqueurs urbains dans la construction d'une ville. Et en même temps, c'est des projets qui cultivent la notion du parcours. On rentre dans un projet culturel et avant même d'aller voir une pièce de spectacle ou un film, le parcours est important. Ça fait partie du moment que vous allez passer. De l'archi intérieur et finalement comment on va emmener le public jusqu'à la salle, ça fait partie de son expérience. Donc l'architecture intérieure, le design, l'ambiance, la lumière, tout ça, c'est des éléments très important. Donc les projets culturels m'ont vraiment structurée, m'ont rendue très ambitieuse. Quels sont-ils, ces projets ? Alors ces projets, le tout premier, ça a été, voyons que je me souvienne, peut-être les cinémas de Villefontaine. Je pense qu'ils m'ont aidé à avoir les albums de la jeune architecture. Après, il y a eu le théâtre de Béthune, que j'ai eu la chance de gagner à une époque où on n'avait pas besoin d'avoir construit 4 théâtres dans les 3 dernières années pour être retenu à un théâtre.
Donc j'ai eu la chance de gagner ce théâtre. Je n'en avais jamais fait. Je pense que je me suis bien débrouillée. Et j'en ai même fait quelques années plus tard l'extension. Oui. Voilà, Béthune est une ville à laquelle je suis très attachée de par cette expérience. Et puis j'ai construit un projet culturel en Alsace, un deuxième en Alsace d'ailleurs très récemment, le Forum, qui est un palais des sports et des fêtes à Saint-Louis, qui a obtenu un prix important en Allemagne qui s'appelle le German Awards, en 2019 je crois. Et également, vous le citiez dans l'introduction, j'ai eu la chance de réaliser la Gaîté Lyrique, qui a été pour moi une étape importante dans mon parcours. Donc, la Gaîté Lyrique, c'était une restructuration lourde qui visait à créer un lieu dédié aux arts numériques et aux musiques électroniques. Donc, qui était dédié vraiment aux nouvelles pratiques artistiques, quelque part, autour du son et du visuel, qui mêle la dimension acoustique et visuelle, et qui avait comme ambition assez originale de mêler aussi le public au travail des artistes. Donc un lieu où les artistes peuvent pratiquer, créer, et où le public peut partager, assister à cette création, et puis aussi assister tout simplement à des concerts. Donc un lieu de création et de production. D'accord. Donc produire un lieu de création nécessite une certaine épaisseur culturelle, j'imagine. Oui. Et je pense que votre enfance très nourrie d'un point de vue culturel a certainement vous a solidifié pour attaquer assez jeune ce genre de programme. Absolument. Mon enfance m'a nourrie. Aussi, pour être franche, j'ai un grand attachement pour l'art en général. Je suis une passionnée d'art contemporain. J'ai toujours aussi été une passionnée de musique, plutôt contemporaine et électronique. Je le suis toujours. Et donc, cette appétence et cet appétit que j'ai pour tout ce qui est musique, tout ce qui est art contemporain, m'a aidé effectivement à envisager le projet, qui d'ailleurs était passionnant parce qu'on a gagné ce concours non pas sur la base d'une réponse à un programme qui nous était donné, mais on a fabriqué nous-mêmes le programme. Donc, dans mon équipe, il y avait un consultant en art numérique, un consultant en musique électronique, et on a vraiment programmé le projet de ce que pouvait être un lieu dédié aux pratiques artistiques actuelles, avant même de réfléchir à une architecture. Donc, on a eu un vrai travail de programmation, avant tout. Alors, après la Gaîté Lyrique, qu'est-ce qui se passe ? Citroën, déjà, non. Il y a eu d'autres choses marquantes. Oui, Citroën a été une étape importante, quoique toujours j'ai un petit pincement quand j'en parle, mais en même temps, faut que j'assume ce projet qui a été magnifique pour l'agence, qui m'a permise de travailler un projet très technique, de commencer aussi à travailler sur l'expression d'une marque. Quand on travaille sur un siège social ou quand on travaille sur la vitrine d'une marque comme Citroën, on doit faire une plongée dans l'ADN de son client en réalité. Quand je travaille pour le Crédit Mutuel à Lyon, je dois vraiment comprendre l'univers de cette banque. Citroën, ça a été le cas. Évidemment, c'est peut-être un apprentissage encore plus nourri parce que une marque automobile, c'est à la fois un ADN presque sociologique, mais c'est aussi l'histoire d'une centaine d'années. C'est l'invention de la voiture, c'est un monde industriel que je découvrais et qui m'a aidé à concevoir un projet extrêmement à la fois pointu et flexible. Pointu parce qu'il devait être à la hauteur de cet ADN, justement, d'une marque extrêmement exigeante et pointue du point de vue scientifique et industriel. Comment vous décrivez la façade ? Je pense que chaque projet, il y a une narration. Je pense qu'en tant qu'architecte, on est des conteurs. Et nous, à l'agence, en tout cas, chaque fois qu'on répond à un client et à un projet, à un programme, on se bâtit une sorte de narration qui part de l'analyse du contexte, de l'histoire, justement, de la marque qu'on va venir exprimer et pour laquelle on va construire. On travaille aussi la topographie du site, sa géographie, son climat, etc. Et s'agissant de Citroën, on a essayé d'avoir une narration très concise. C'est-à-dire que le contenu raconte la voiture, le produit. Donc c'est l'intérieur du bâtiment. Et le contenant
raconte la marque, c'est-à-dire le logo, le double chevron. Et finalement, le projet, c'est 2 idées. Le contenu, c'est le produit. Le contenant, c'est la marque. D'où la question qu'on peut se poser actuelle. Voilà, quand une marque part, Oui, quid du devenir du bâtiment? oui. Mais il a une identité, certes, très forte, mais qui peut, je pense, être appropriable. Bien sûr, c'est une scénographie qui a d'une certaine manière une énorme flexibilité parce que c'est un espace piranésien qui peut justement dans une époque qui recherche beaucoup des lieux exceptionnels, c'est un lieu intérieurement absolument exceptionnel qui cultive une dimension de vertige, de verticalité, de transparence, d'échange aussi, de réciprocité entre voir et être vu et entre un intérieur qui se dévoile beaucoup de l'extérieur, qui aussi cultive des vues lointaines. Donc oui, c'est un bâtiment qui attend un nouveau contenu. Mm. En tout cas, on lui souhaite une longue vie, parce que Oui, je crois que aussi. oui, c'est dans cette perspective des Champs-Élysées, il est un point de repère. Oui, Ouais. c'est vrai. Peut-être un premier projet à l'étranger. Alors, un projet à l'étranger, peut-être je peux parler du projet en Australie. C'est un concours qu'on a gagné en 2016. On est associé avec 2 agences australiennes qui sont venues nous chercher pour faire ce concours qu'on a gagné. Et le projet me plaît beaucoup parce que là encore, il a bousculé pas mal d'a priori qu'on peut avoir. En tout cas, c'est pas que j'ai véritablement une routine. Je suis plutôt connue pour à chaque fois essayer de démarrer tout nouveau projet d'une page blanche. Mais là, ça a bousculé un certain nombre de fondamentaux quand même. D'abord parce que Parramatta, c'est une ville qui a une histoire quand même récente. Encore que, il y a eu une présence aborigène très très ancienne. Mais on va dire que le site n'est pas marqué comme, encore une fois, les villes européennes, par une histoire qui vous contraint à des alignements, à des respects de gabarits, etc. On a finalement une grande liberté quand on arrive sur un site pareil. Et c'est aussi une difficulté. Et nous, finalement, je me suis aperçue d'ailleurs que c'est une qualité dans la construction des projets australiens. Finalement, là-bas, ils travaillent énormément, en l'absence de règles historiques, gabaritaires et urbaines, ils travaillent beaucoup avec le climat. Et j'ai découvert finalement, d'abord la force, c'est des climats très contrastés qui existent là-bas, mais j'ai découvert finalement que l'implantation et l'enracinement d'un projet, la conception d'un projet doit aussi se faire, et en tout cas là-bas, ça a été le principal vecteur, par le respect et la création d'un volume qui se nourrit des contraintes climatiques. En l'occurrence, tout le projet est construit à partir de la course du soleil. Et cette course du soleil a été respectée dans notre volume de telle sorte à ce que notre volume ne porte jamais ombre sur la place qui nous fait face au sud. Donc c'est comme si on avait évité de créer un masque au soleil. Donc toute la volumétrie a été vraiment déclinée finalement de tout un travail sur la course du soleil tout au long de l'année. Donc ça a été pour moi un premier apprentissage que désormais d'ailleurs j'ai envie de réimpacter dans beaucoup de mes prochains projets. Et le deuxième grand apprentissage, c'est là-bas, il y a moins de séparation entre le public et le privé. Il y a une sorte de bonne entente qui fait que des projets privés peuvent se mêler à des projets publics, en tout cas très culturels, sans qu'il y ait de difficultés. Donc, en l'occurrence, le programme de ce projet, c'est à la fois l'extension d'une mairie et en même temps un programme culturel, vraiment culturel, qui est une grande bibliothèque municipale, des espaces d'exposition, de Fab Lab, des espaces de cérémonie aussi pour les aborigènes. Voilà, donc un programme extrêmement riche et dont un des objectifs premiers pour la mairie de Parramatta, c'est de permettre aux habitants du Grand Sydney, au travers de leur visite dans la bibliothèque, de participer à la politique locale et d'avoir accès aux élus qui vont siéger dans le bâtiment, d'avoir accès à la salle du conseil qu'on va construire dans le projet. Et donc, il y a vraiment l'idée d'une sorte de fil d'Ariane qui guide le public à la fois se promener dans des lieux d'expo,
lire un livre dans la bibliothèque et également assister à des débats du conseil municipal, aller voir un élu et vraiment participer à la politique de la ville. Donc c'est un programme très ambitieux. Combien de mètres carrés à peu près ? À peu près 8000 mètres carrés, Oui. sans compter la restructuration de l'hôtel de ville actuel, qu'on restructure également, et la livraison est prévue au printemps. Et c'est vrai que là aussi, c'est un projet, de plus en plus, je me rends compte que ma pratique évolue. On fait de plus en plus de projets avec des restructurations. Oui. Et, c'est un peu dans l'air du temps. Et ça, c'est vraiment passionnant. Le tout premier projet que j'ai fait comme ça a été le LAM, le Musée d'art moderne de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, qui était finalement avant tout, on en parle trop peu, la restructuration du bâtiment de Roland-Simounet, qui était déjà inscrit à l'inventaire supplémentaire, et son extension. Et je trouve que ça, pour moi, c'est des projets exceptionnels parce que c'est comme deux projets en un. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut se nourrir de ce qu'a créé son prédécesseur, il faut savoir le mettre en valeur, le requalifier, le faire renaître, le régénérer pour l'adapter à nos nouveaux besoins. Et puis en même temps, souvent, il faut adjoindre, ou pas d'ailleurs, une extension, une surélévation. Et il faut le faire dans le respect de ce que notre prédécesseur a conçu avant nous. Mais en même temps, il faut quand même trouver... un mode d'expression. Voilà, exactement son mode d'expression, se frayer une sorte de liberté qui fasse qu'on puisse aussi s'épanouir dans une construction nouvelle qui soit extrêmement contemporaine. Oui. Vous faites partie des architectes français et même à l'échelle mondiale qui êtes force de proposition sur l'imaginaire bâtisseur. Je crois que vous avez vraiment une marque de fabrique. Oui. Ouais. Pourtant, c'est vrai que j'essaye de faire en sorte que chaque projet soit unique parce que c'est un client différent, c'est une ville différente, c'est un programme différent. On a la chance à l'agence de ne pas être spécialisé, c'est ce qu'on a toujours voulu. Donc, à chaque fois qu'on atterrit sur un autre programme, du bureau, du logement, un projet culturel, un projet d'infrastructure, on a fait aussi des projets industriels. Enfin, on a touché beaucoup de sujets, des projets d'enseignement, on a fait un collège. À chaque fois, c'est très vivifiant parce que on peut vraiment plus se remettre en cause, être sûr d'avoir aucun a priori et voilà, ne pas reproduire des recettes toutes faites. Parce que finalement, l'écologie, c'est avant tout être contextuel. C'est-à-dire faire une réponse vraiment sur mesure à une demande qui a des multiples facettes. Les demandes, c'est celle du client, mais c'est aussi celle de la ville qui vous reçoit sur un site. Et donc, dans chaque projet, on travaille pour un client, mais finalement, on travaille aussi pour la ville qui reçoit le projet. Donc, c'est une demande très large et c'est une demande sur le long terme. Oui, il y a beaucoup de questions qui se posent. La pérennité, aujourd'hui, c'est aussi un grand sujet, en plus des réhabilitations. Ne plus construire pour 50 ans, mais... Pour moins ou plus ? Pour plus. Oui, bien sûr. De toute façon, l'architecture, pour le coup, je pense c'est toujours projeté dans le très long terme. C'est-à-dire, on construit... on dépense suffisamment de matière pour ne pas... entrevoir une obsolescence de ce qu'on va construire. Donc, on espère construire pour très longtemps. Mais c'est vrai que la dimension auquel on se confronte aujourd'hui encore plus qu'hier, c'est le degré d'obsolescence des programmes qui devient de plus en plus rapide et la flexibilité est un atout qui est grandissant. Mais la flexibilité ne doit pas non plus nous guider vers seulement une architecture générique. Et c'est là le côté complexe de notre métier, c'est qu'à la fois la dimension de flexibilité, de réversibilité, elle est fondamentale, elle l'a toujours quand même été. Mais en même temps, notre architecture, elle ne peut pas non plus être totalement générique parce qu'elle doit s'adapter le mieux possible à un programme dont on espère une durée de vie à minima de 10-15 ans. Donc, il faut aussi quand même ciseler une réponse qui soit la plus innovante possible par rapport à un programme qui n'est pas juste quelques mois ou 2-3 ans.
On connaît votre capacité à travailler à la fois les formes, la couleur, toujours dans cet ADN très créatif. Niveau matérialité, vous avez des matières que vous aimez plus travailler que d'autres? Non, je n'en ai pas. En tout cas, à l'agence, on aime beaucoup faire des recherches en parallèle des projets qu'on a. On cultive toujours deux échelles de temps. L'échelle du temps du projet, où on est vraiment dans l'action, mais aussi une échelle où on mène des recherches assez indépendantes sur justement des matériaux, sur des technologies, sur l'expression d'enjeux environnementaux. On essaye de voir comment, au mieux, une architecture peut les respecter. Et ces recherches parallèles, ensuite, on les bascule dans nos projets courants. Mais ça nous permet de prendre de l'avance, ça nous permet d'être plus fort aussi à chaque fois qu'on a un projet, d'avoir plus rapidement les bonnes réponses. Et c'est vrai qu'entre autres recherches, on aime la matière. J'ai pas de matériau de prédilection parce que le matériau, pour moi, a toujours été l'expression d'un site. Il a toujours cherché à être quand même le plus possible local. Il a toujours aussi cherché à s'adapter à un climat, c'est-à-dire que je ne propose pas une architecture entièrement vitrée quand je suis dans le sud, par exemple à Montpellier pour le Bellaroya. Je sais que le climat ne va faire que se réchauffer, donc la notion de protection solaire, de ventilation naturelle, de filtre, c'est un préalable au projet. Donc le matériau vient en réponse à une localité, à un climat, à un environnement aussi d'industrie. Quand j'ai fait toute jeune les gares de péage sur l'autoroute qui va de Abbeville au Touquet, et plus loin jusqu'à Boulogne d'ailleurs, j'ai fait des auvents entièrement vitrés qui étaient comme des vrais vitraux, comme dans une cathédrale, sauf que c'était à l'air libre. Et l'inspiration m'est venue du fait que Saint-Gobain a ouvert sa toute première usine en France au XVIIe siècle, à Aniche dans le Nord. D'accord. Donc tout le projet, c'était l'idée de réinterpréter l'histoire d'une région qui est passée par la création de vitraux. Et j'avais envie d'exprimer dans ces auvents un peu de l'histoire de la région et puis faire vivre cette industrie qui existait toujours à Aniche, de vitrier. Voilà, donc à chaque fois, il y a une narration dans tous nos projets qui emmène finalement le client à la fois dans l'expression de son programme, mais aussi dans une architecture qui doit embellir le site, travailler avec le déjà là. Mais ça peut être aussi une industrie locale, des matériaux qu'on trouve régulièrement. Là, le projet de RTE, on le fait en briques. Et donc, pour ce projet, on a été visiter des briqueteries dans le Nord. À chaque fois, j'aime bien qu'on s'intéresse à la genèse d'un matériau, donc comment il est fabriqué, comment aussi il peut être mieux fabriqué pour minimiser son empreinte carbone. On essaie d'adapter, en fait. Vous bousculez les habitudes. Oui, exactement. Toujours, toujours, toujours. Ou vous interrogez, en tout cas. Oui. Mais pour le coup, les entreprises, faut les emmener dans ces démarches-là. En général, on rencontre toujours des personnes assez... il faut trouver la bonne, mais extraordinaire dans une entreprise, parce que une entreprise, finalement, elle a ses propres enjeux, et quand elle voit qu'on s'y intéresse en tant qu'architecte, immédiatement, il y a une sorte de connivence qui s'installe, il y a un partage de connaissances. Et moi, je sais que j'ai des souvenirs extrêmement émus des usines d'Aniche que j'ai pu visiter toute jeune, parce que j'y ai rencontré un vitrier, par exemple, qui prenait sa retraite 3 ans après et qui a fabriqué lui-même, enfin en partie en tout cas, les vitraux des gares de péage. Donc on rencontre toujours des personnes à la fois qui sont séduites par votre métier, qui sentent qu'on peut travailler ensemble. Il y a une curiosité réciproque finalement. Et une passion partagée. Et une passion partagée, et on bâtit ensemble un intérêt commun. Quand on a fait l'exposition de Firmini à Saint-Étienne, on a cherché, parce que
on va dire, la région Auvergne-Rhône-Alpes est un creuset finalement industriel. Saint-Étienne a été une ville où il y a eu énormément de métiers autour du recyclage des tissus ramenés par les soyeux lyonnais. Donc on a beaucoup travaillé avec cet artisanat local et tous les matériaux absorbants qui étaient nécessaires dans l'exposition pour scénographier le lieu, pour créer des assises. On les a travaillés avec deux industries locales, Butex et Marmonnier, avec lesquelles toutes deux on a eu une relation d'amitié profonde. Et voilà, on a appris à découvrir leur univers. En tant qu'architecte, c'est important de travailler la matière aussi, de ne pas être hors sol, de s'intéresser au bilan carbone du bâtiment qu'on va construire, aux matériaux qu'on va employer, comment on peut en minimiser la quantité, comment on peut travailler avec des matériaux plus locaux. Et voilà, et c'est toujours donnant-donnant. Alors le projet Edison Oui. est peut-être un tournant pour vous. Vous disiez que jeune, vous étiez dans l'urbanité beaucoup, dans la ville, de réinjecter de la nature à Paris. Ça a été certainement un parcours initiatique aussi pour vous? Oui, ça a été un parcours, c'est une étape super importante pour moi. Edison est un projet dans lequel j'ai mis beaucoup d'énergie. C'était dans le cadre du concours Réinventer Paris, donc il demande aux équipes, promoteurs, architectes, de se renouveler, de se poser des bonnes questions. Ça faisait longtemps que j'avais arrêté de faire du logement parce que j'ai du mal à supporter le logement comme un produit financier, comme il est trop souvent devenu. Je pense que le logement, c'est quand même 80% de la matière première d'une ville. Donc ça a un enjeu à la fois d'abriter tous les habitants d'une ville et en même temps, ça fabrique la première vision qu'on a d'une ville. Quand on se promène, 80% de ce qu'on voit, c'est du logement. Donc ça contribue à l'image d'une ville. J'avais arrêté de faire du logement, c'est vrai, on est très sélectif à l'agence. Et en fait, ce concours m'a plu parce que j'avais un peu quartier libre avec le promoteur pour me poser la question du logement de demain, enfin, avec un promoteur qui en ait aussi envie, en fait, qui a envie de concevoir ce projet, encore une fois, pas comme un produit financier, mais comme un véritable manifeste de ce que les habitants attendent demain. Donc, on s'y est mis 3 enjeux. Le premier, effectivement, c'est de ramener la nature en ville. Alors, on le fait à Paris. J'aurais eu à construire ce même projet de logement en périphérie de Montpellier. J'aurais été moins viscéralement dans la volonté de ramener de la nature dans ce projet. Mais à Paris, et compte tenu du site, ça a été pour moi un enjeu évident. Ça a été le premier. Le deuxième, ça a été d'apporter 20% d'espaces communs, partagés aux habitants. C'est des espaces qui sont programmés, qui font qu'il y a une sorte d'aménité qui est proposée aux habitants à l'échelle de la résidence. On parle beaucoup de la ville du quart d'heure aujourd'hui. Je connais beaucoup et j'apprécie énormément les travaux de Carlos Moreno, qui œuvre pour la ville de Paris. Mais la ville du quart d'heure, elle est à l'échelle du quartier. Et si on resserre les chevaux, il y a l'échelle de la résidence, du bâtiment dans lequel on habite, et on se rend compte que souvent on ne connaît pas ses voisins. Et je trouvais très important, dans un projet de logement collectif, de ne pas croiser son voisin que sur le palier, dans l'ascenseur ou devant la boîte aux lettres. Donc, je voulais vraiment créer une échelle, finalement, de partie commune. C'est comme des espaces publics, mais à l'échelle d'une résidence, qui fasse que il y ait un premier tissage de relations à l'échelle d'une résidence. Et donc, ça, c'est notre deuxième enjeu. Et puis, il y a eu le troisième enjeu qui a été de co-concevoir les logements avec les habitants, puisqu'on a beaucoup travaillé, on a fait le projet avec la plateforme HABX. Voilà. Pour en revenir au premier enjeu les 2 premiers sont les plus importants. Oui, je trouvais fondamental de ramener la nature en ville, en tout cas en particulier sur ce site. Je dois avouer que quand j'ai découvert ce site de Réinventer Paris, j'ai eu un petit moment de culpabilité. On parle beaucoup de densifier la ville, mais à un moment donné, en tant qu'architecte, quand on arrive sur un site qui est déjà extrêmement dense, très minéral, très dur, on se demande si on est pertinent, si notre présence et notre construction va être pertinente dans un lieu qui souffre déjà d'une forte densité. Et finalement, la réponse a été oui, c'était pertinent parce que le site, avant notre projet,
était extrêmement dur parce que trop minéral, sans arbres, sans végétation. C'était une sorte de friche qui était un parking sauvage. Et donc, on a décidé de faire un projet qui, finalement, verdisse. Donc, on construit, certes, mais l'image qu'on donne du bâtiment, c'est une petite boule végétale, puisque toutes les façades sont plantées et la toiture l'est aussi. Donc, finalement, on vient améliorer le contexte. On vient le verdir, d'une part. D'autre part, on désimperméabilise le sol. On avait un parking. Là, on a une vingtaine de logements et on a à peu près 10 mètres carrés de terre par habitant entre le potager qui est sur le toit et toutes les jardinières. Donc, on crée finalement de la perméabilité. Voilà, donc du coup, ça m'a aussi fait beaucoup réfléchir sur la question de la densification des villes. Oui, il faut accepter de densifier, en tout cas de régénérer des sites, que ce soit par l'adjonction de constructions qui peuvent être petites ou grandes sous la forme d'acupuncture pour vraiment vivifier un quartier, un micro-quartier parfois. Oui, il faut accepter, surtout quand on peut amener du végétal. Alors, ça me fait penser à une réflexion de Michel Raymond qui lutte un peu contre le végétal à tout prix que les gens finalement laissent en désuétude très vite. Et dans votre projet d'Edison, en fait, chaque allège correspond à une jardinière. Et donc, chaque fenêtre a sa jardinière avec une rythmique, un dessin. Enfin, évidemment, c'est très bien dessiné. Donc, excite les jardinières qui sont, en général, sont assez pauvres. Une jardinière par-ci, une par-là. Là, c'est vraiment... C'est l'allège. C'est l'allège. Et est-ce que vous pensez que le fait que ça soit bien dessiné, ça pousse les gens à entretenir, à faire vivre ce végétal ? Alors, je pense qu'il y a à la fois, oui, le dessin de la jardinière, on ne peut pas les enlever, c'est Oui. l'allège proprement dite. Il y a aussi autre chose qui a été une de nos volontés tout au début, assez vite en tout cas. On a voulu planter les jardinières, mais en amont, bien en amont de la réception aux habitants. Et la décision qu'on a prise dès que le gros œuvre a été finalisé, on a immédiatement installé les jardinières. On a mis la terre, on a planté tous les sujets. C'est quand même 6000 plantes pour une vingtaine de logements, donc c'est considérable. Et on a installé le goutte à goutte. Et puis, entre guillemets, on est parti, c'est-à-dire qu'on s'est occupé du reste du chantier. Donc, on a fini le clos couvert, fait les lots techniques, etc. Ça veut dire qu'une fois qu'on a eu planté tout, il y a eu encore 1 an et demi de chantier. Et sans qu'on se soit occupé de la végétation. Et finalement, l'énorme avantage de cette décision, c'est que la végétation s'est complètement épanouie. Elle est devenue... elle a pris ses aises, elle avait toute liberté. L'humain n'était pas là pour la tailler, pour parfois, mais l'abîmer ou ne pas la respecter. Et ça veut dire que les habitants sont arrivés dans une nature qui les avait précédés. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte des effets, entre guillemets, collatéraux de ça. Enfin, je me doutais que c'était mieux. J'en avais marre de voir toutes ces images qu'on voit de concours où on voit des perspectives toutes vertes. Et puis, bon, moi, je me balade pas mal. Et oui, à l'arrivée, il n'y a pas de plantes. Et puis, 3 ans après, il n'y en a toujours pas. Donc, je me suis dit, je ne mets pas toujours des plantes parce que là encore, je suis très contextuelle. Mais quand j'en mets, voilà, il faut que ça marche. Quand je fais un truc, il faut que ça marche. Et donc, le fait de planter 1 an et demi avant a permis aux plantes vraiment de s'installer, de précéder les habitants. Et les habitants, lorsqu'ils sont arrivés, finalement, ont eu une posture de respect qui m'a impressionnée parce qu'ils n'ont pas taillé, même quand ils avaient des plantes devant la fenêtre. Et encore aujourd'hui, il y a une forme de modestie, en fait. L'homme est arrivé après la nature. Ça m'a beaucoup fait prendre conscience, finalement, de cette dualité nature-culture. Et du fait que l'homme, quand il arrive délibérément dans une nature qui l'a précédé, oui, il peut être beaucoup plus en position de respect et de modestie que quand il arrive en même temps où il a cette... malheureusement, je pense que ça change, mais cette envie toujours de dompter, de couper, et pas forcément d'alimenter finalement la nature. Là, on sent qu'il est piqué au vif parce que quand il est arrivé dans la résidence, la nature était magnifique. Et donc maintenant, il sait qu'il faut l'entretenir.
Il a la responsabilité de l'entretenir. Ouais. Et les espaces communs arrivent à vivre aussi, parce que les espaces partagés, c'est pas... On a tendance à se replier sur soi-même. Oui. Les espaces partagés, je reconnais que c'est courageux. Après, c'est un projet manifeste. Pour le moment, ça marche très bien, mais je suis lucide. Je pense qu'on a une dizaine d'années de retard par rapport à pas mal de pays où ça se pratique depuis très longtemps. En Allemagne, dans les pays scandinaves. Je me souviens, par notre projet à Stockholm et par d'autres concours que j'ai pu faire dans ces pays du Nord, les logements comportent là-bas des espaces partagés, programmés. Il y a un plus grand respect, c'est clair. On n'a pas cette culture. Ouais. Mais il faut qu'elle vienne. Et elle ne peut pas venir si on ne pousse pas et on ne force, entre guillemets, pas un peu les habitants à entretenir, partager des espaces vraiment communs qu'on a quand même payé cher, entre guillemets, pour eux, qu'on a réfléchi, qu'on a installé parfois dans les meilleurs endroits. À Edison, c'est quand même une grande partie du dernier étage qui aurait pu être vendu cher. C'est une grande partie de ce dernier étage qu'on a donné à un solarium, donc une super terrasse plein sud, a aussi une cuisine ouverte avec une seconde terrasse, une cuisine ouverte toute équipée. Donc, on a sacrifié des choses dans le projet pour offrir des habitants le mieux qu'on a estimé pour eux. Et donc, aujourd'hui, je me rends compte, à l'échelle de ce projet-là, qui n'est pas très grand, c'est pas 200 logements, ça marche extrêmement bien. Ouais. Mais je reste très proche de certains des habitants et je vois au bout d'un an et demi, on est en France. Et donc, je vois qu'il y a des habitants qui se sont pleinement investis et d'autres pour qui l'investissement est moindre et l'intérêt est moindre. Mais je pense que c'est pas grave parce que dans toute société, il y a... De toute façon, ça change. Et puis, il y a des gens qui prennent le lead. Enfin, voilà, il y a celui qui est à la tête et celui qui suit. Eh bien, à l'échelle de cette résidence, c'est ce qui se passe. Il y a ceux qui prennent le lead et qui entretiennent et qui sont hyper heureux. Et puis les autres qui suivent et qui, au fur et à mesure, se rendent compte que c'est bien. Bon. Comment est composée votre équipe à l'agence ? Alors, on a une équipe que d'architectes, très motivés toujours. Je pense qu'ils le sont aussi parce que la caractéristique de l'agence, c'est de ne pas être super hiérarchisé. Donc, je suis avec mon associé de toujours, qui est en réalité également ma moitié dans la vie. Donc, on partage tout. On est, on va dire, un binôme fondateur extrêmement soudé. Et ensuite, à partir de là, on a une équipe de laquelle on reste très proche. On ne veut pas de hiérarchie verticale. Parce que je pense que motiver des architectes et leur permettre d'être également créatifs, de participer à notre processus de conception, ça nécessite d'avoir une liaison directe, de les challenger, de les guider, de les motiver, mais d'être aussi à leur côté et d'être à leur écoute. Donc je pense que notre agence est motivante parce que on se sent proche de chacun des architectes. Voilà, on est accessible et finalement on est une agence de taille moyenne mais qui reste extrêmement agile, qui est très pointue parce que chacun a la capacité d'acquérir des responsabilités et s'il en a envie, il les acquiert. Donc on cultive finalement que, entre guillemets, des bons architectes qui apprennent beaucoup et qui, malheureusement, on en parlait en off tout à l'heure, très souvent, après, ont envie à un moment donné de s'installer. Oui, quand on a des personnalités, forcément. Oui, on doit être un bon tremplin. Donc, on essaime des petits... Vous êtes devenu comme Architecture Studio, un passage dans les trajectoires. Et en même temps, je le comprends tout à fait. Ouais. Comment imaginez-vous l'avenir ? Alors, je l'imagine un petit peu tumultueux, dans en tout cas les mois / petites années qui sont devant nous. Je pense que personne n'est sorti indemne de ce qu'on vient de vivre, mais je pense aussi que toute crise rend plus créatif. Et je pense qu'on est à un vrai moment de prise de conscience. On est moins dans une fuite en avant. Et cette prise de conscience... c'est le début d'une nouvelle époque. Enfin, moi, je suis malgré tout optimiste parce que je pense que toute crise rend créatif, tout simplement.
Et je pense qu'on est en train, tous ensemble, de se dessiner un futur commun. C'est important d'ailleurs de se dessiner un futur, enfin de s'écrire ou de se dessiner, suivant que peut-être on est écrivain ou architecte. Mais je pense que l'humanité a besoin d'avoir un futur commun et que cette période nous aide à le dessiner et à le modifier par rapport à ce qui était près 2020. Donc c'est bien. On intègre cette fragilité, finalement, cet équilibre qui est bien bousculé de notre planète. Donc on a pris conscience qu'on était fragile, que les ressources sont fragiles, que la planète est fragile. Et cette prise de conscience, je pense qu'elle va avoir du bon, en tout cas moi et nous, dans notre métier en tant qu'architecte. Il faut qu'on le voie comme une manière de se remettre en cause encore plus positivement et d'avoir encore plus chevillé au corps dans tous nos projets cette conscience que ce qu'on doit construire, ça doit à la fois rester pour longtemps, mais en même temps être minimisé ses besoins, se faire extrêmement économe et concis. Ce qu'on doit construire d'ailleurs, plus que jamais, ça doit être de la restructuration et non pas des projets neufs. Voilà, donc ça nous donne une nouvelle feuille de route et c'est extrêmement motivant. Et je me rends compte que de toute façon, depuis le début, j'ai toujours beaucoup travaillé sur des projets de restructuration. Je les ai toujours trouvés passionnants. Je pense qu'en tant qu'architecte, ils le sont encore une fois doublement, comme on disait tout à l'heure. C'est à la fois le plongeon dans l'architecture de quelqu'un qui vous a précédé, que vous devez comprendre, dont vous devez comprendre les clés. Et puis en même temps, il faut que vous la respectiez, mais que vous la régénériez et parfois que vous l'étendiez un petit peu. Et ça, pour moi, c'est presque plus intéressant que des projets complètement neufs. En tout cas, aujourd'hui, il faut qu'on travaille majoritairement là-dessus. Alors, vous avez enseigné, je crois. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Je donnerais le conseil d'être extrêmement curieux et de rester curieux, de beaucoup voyager. Pardon pour l'empreinte carbone. Ouais. Mais je pense qu'on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on est si on ne voyage pas. Le voyage, c'est quand même comprendre l'autre, c'est mieux se comprendre, c'est comprendre vers où on va. Et on ne peut pas comprendre l'autre qui vit... on vit quand même un monde qui est global. J'espère qu'on ne va pas complètement se renfermer, ce serait grave. Donc comprendre le monde qui nous entoure, c'est à un moment donné voir les gens de près, voir d'autres pays de près, comprendre comment ils marchent, comment ils vivent et en prendre de la graine, comme on dit. C'est vraiment en voyageant qu'on apprend sur notre culture et qu'on apprend aussi de très belles choses qui se font ailleurs et qu'on ne fait pas chez nous. Alors peut-être que les fabricants d'avions vont trouver vite des solutions. Je leur souhaite. Pour respecter l'empreinte carbone aussi Oui. de leur côté. Après, bien sûr, il faut minimiser nos voyages, mais je pense que... Les optimiser en tout cas. Ça continue à former la jeunesse. Et il ne faut pas se replier sur soi-même. Être curieux, c'est ça aussi qui va permettre d'être plus innovant, d'être plus respectueux de notre planète. C'est aussi en voyant... Moi, quand je vais en Australie, c'est un pays qui subit plus que d'autres le réchauffement climatique. C'est pas un réchauffement d'ailleurs, c'est un total dérèglement. Ils en souffrent énormément. De toucher cette réalité de près, je vous assure, ça remet les idées en place. En tout cas, vous prenez vraiment conscience. Ça vous remue très profondément. Et voilà, et ça fait partie de l'expérience qu'on doit tous avoir. Pas besoin d'aller en Australie pour le voir. On peut le voir dans d'autres régions du monde bien plus proches. Mais on ne peut pas forcément le voir si on reste seulement chez nous. Manuel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Pour votre riche témoignage. Eh bien, rendez-vous pour la version anglaise. Oui. Mercredi. Oui. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. À très bientôt, dans une semaine, pour la version en français. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup à tous.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.